Bonjour, Monsieur Gay. Allô? Votre micro est fermé. Oui, bonjour, bonjour Rima. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Oui, le plaisir est également partagé. Merci beaucoup. Eh ben, on va attendre encore, il est 11h03. Mhm. Je propose qu'on attende encore un tout petit peu nos participants. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, il y a un sondage qui est en ligne. Donc, ceux qui souhaitent le faire, n'hésitent pas. Très bien. Donc, on a des enseignes. Là, on est à 80%, 65% de personnes qui ont voté en pensant que leur modèle est franchisable. Donc, magnifique. N'hésitez pas à nous poser des questions. Pour ceux qui sont avec nous et qui m'entendent, je les salue déjà. Et n'hésitez pas à poser des questions, surtout vers la fin, une fois que vous avez bien tout entendu. Et n'hésitez pas à revenir vers Monsieur Gay de la DEPME
parce que c'est une institution publique qui est là pour vous aider et qui donc saura vous orienter. Je suis également joignable et à votre disposition. Et c'est vrai que la DEPME va offrir beaucoup de choses aux entreprises pour qu'elles se développent. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. D'accord, oui, d'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va patienter. On va patienter encore 5 minutes pour que les gens se connectent, pour qu'on puisse démarrer. Très bien. Je me remets en mute si vous permettez. Et, Oui, on est 11h05. On va démarrer à 11h10 précise. d'accord, ça marche. D'accord. Allez, à tout de suite. Merci. Papa Amadou, vous avez levé la main? Je vais activer la parole. Ah, c'est vous qui êtes en mute, Papa Amadou. Si vous avez besoin de parler, il faut enlever le micro. Moi, je vous ai activé la parole. Bon.
Allô? Là, je pense qu'on peut y aller avec D'accord. votre question. Oui, d'accord, c'est parfait, c'est bon, on peut y aller. Très bien. Donc, on va commencer par le sondage comme d'habitude. Alors, la question, et puis après, on va être rejoint. Donc, la question, c'est est-ce que vous pensez que votre modèle est franchisable? Et nous avons à 71% des répondants qui ont voté oui. Donc, c'est très intéressant. On va voir ceux qui ont voté oui, pourquoi, comment ça peut être amélioré. Et ceux qui ont répondu non, ben on va, je pense, on espère qu'on va leur donner un tout petit peu de matière à réflexion et on va les aider du mieux qu'on peut pendant cet échange. Ça vous convient? En tout cas, aujourd'hui, tout le monde a voté, donc c'est un bon public aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous. Alors, peut-être si vous voulez, je vais partager ma caméra. Comme ça va vous, il y aura un lien un peu plus personnel. Et puis, on va partager l'écran. Donc, la présentation, elle est là. Alors, fenêtre, très bien, on y va. Alors, transformer sa PME en franchise au Sénégal, les clés de la réussite. Alors, j'aime beaucoup le titre que j'ai mis parce que je voudrais vraiment, j'insiste dessus, structurer, dupliquer et développer. Donc, vous ne pouvez pas commencer à parler de franchiser ou de modéliser si on ne commence pas par structurer, dupliquer et développer. Donc, je vais passer rapidement à une présentation de l'ADE PME qui est quand même la partie et l'organisation sans laquelle tout ça ne serait pas possible et que je remercie d'ailleurs à chaque fois. Donc, c'est une agence publique de référence qui est chargée de la promotion et de la structuration des PME et du développement des PME. Et donc, elle accompagne les PME à chaque étape de leur croissance, depuis la création jusqu'à la mise à l'échelle, en renforçant leur compétitivité, leur accès au financement et leur intégration dans les chaînes de valeur. Donc, ils ont plusieurs axes d'intervention. Ils font de l'appui à la création et à la formalisation des entreprises. Ils renforcent les capacités. Ils accompagnent dans les structurations. Ils facilitent l'accès au financement, promotion de l'innovation, développement des écosystèmes régionaux et sectoriels. Alors, nous, Bifranchise, nous sommes en fait une plateforme de mise en relation en ligne. On développe les réseaux, on fait beaucoup de conseils en franchise, on fait de la communication et de l'événementiel en franchise également. Et nous existons depuis, ça fait à peu près 28 ans qu'on fait du développement d'entreprise et plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui qu'on fait du développement dans franchise pure. On a travaillé avec KFC, on a travaillé avec Papa John's, on a travaillé avec Nike, on a travaillé avec les plus grandes enseignes, la maison Kaiser, sur des marchés comme la Mauritanie, la Libye, la Tunisie, le Sultanat d'Oman. Donc, on a le Maroc maintenant. Donc, on a travaillé avec énormément de partenaires et beaucoup de marchés internationaux. Et là, on est en train de travailler et d'essayer de collaborer sur le marché sénégalais. Donc, le plan de la séance aujourd'hui, votre parcours, c'est quoi? D'abord, c'est la franchise, en fait, qu'est-ce que c'est? On le dit, on le redit, ça fait aujourd'hui, nous sommes à notre 3e webinaire et on continue régulièrement à expliquer la franchise. Est-ce que notre PME est franchisable? Comment est-ce qu'on structure son modèle? Et ça, c'est très important. On passe rapidement dans le vif du sujet. Ensuite de ça, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vous mettre la franchise dans un contexte plus global. Parce que si aujourd'hui, je vous explique seulement comment franchiser et qu'on s'arrête là, je pense que vous n'aurez pas, quand vous ferez une prise de décision, est-ce que je dois partir en franchise ou pas, vous n'aurez pas toutes les décisions si vous ne savez pas qu'est-ce que ça prend d'être donc dans un cadre de franchise, le contexte sénégalais et puis la feuille de route si vous souhaitez aller de l'avant. Donc aujourd'hui en Afrique, 43% des porteurs de projets sont intéressés par la franchise. Ça, ce sont des chiffres qu'on retrouve avec la Banque mondiale et avec la BAC. 43%, c'est vraiment le taux également des entreprises. En fait, quand on a fait le baromètre de la franchise, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 60% des entrepreneurs à qui on avait posé la question qui voulaient aller en franchise. Donc, c'est un taux qui reste vraiment dans les intervalles que nous-mêmes, on a
travailler. Alors, moins de 5% des PME africaines ont structuré un modèle de franchise réplicable, oui. C'est-à-dire que malheureusement, à part l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et quelque peu l'Égypte, il y a très, très peu de franchises locales. Nous, en Tunisie, oui, franchise, nous avons travaillé plus de 60 concepts locaux. Et ça, c'est un sujet qui est important parce que j'étais au Sénégal au mois d'octobre et on avait participé à une table ronde et on voyait que vraiment le besoin d'avoir des concepts locaux devenait de plus en plus important. Paradoxalement, il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé, disons que tout le monde voulait avoir McDonald's, que tout le monde rêvait d'être le franchisé KFC. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Et donc, les PME africaines aujourd'hui n'ont pas de modèle de franchise réplicable, mais elles sont tout à fait en droit et en légitimité pour avoir ce type de modèle parce que les gens la demandent. Et il y a une énorme confiance dans le baromètre de la franchise. On voit qu'entre 70 et 80% des enseignes sont vraiment très intéressées et croient dans des franchises locales. Donc, ça, c'est important. Alors, plus de chances de succès. Moi, je dirais oui, qu'un franchisé, qu'un créateur solo. Maintenant, est-ce que c'est 3 à 5 fois plus? Est-ce que c'est 2 fois plus? Je ne saurais pas vous le dire et personne ne saura vraiment vous donner des chiffres pareils. Tout ce que je peux dire avec assurance et certaineté sans vous tromper, c'est que réellement, quand on part en franchise, quand on le fait correctement, on a beaucoup plus de chances de réussir quand on est tout seul. Maintenant, est-ce que c'est 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus? Je ne peux pas vous le dire, je ne saurais pas cautionner les chiffres. Et de toute façon, je pense que sur l'échelle africaine, personne n'a un chiffre clair et concret. Mais sachez que, oui, effectivement, aujourd'hui, on parle vraiment d'une poussée de la franchise. Voilà. Donc, je continue la présentation. Et encore une fois, je vous laisse les questions à la fin, si vous le permettez. Alors, aujourd'hui, c'est quoi une franchise? En fait, c'est vraiment une relation tripartite où vous avez le franchiseur qui va apporter le concept, la marque, le savoir-faire et l'assistance. Donc, si aujourd'hui, vous êtes si vous voulez franchiser votre concept, vous devez vraiment savoir que ne pas avoir un concept, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit un modèle éprouvé, donc vous avez vraiment mis sur le marché, que vous avez testé. Il faut qu'il soit duplicable, rentable, transmissible. Et puis, le franchiseur, vous allez apporter donc le concept, mais également la marque, le savoir-faire et l'assistance. Et si vous n'avez pas un savoir-faire et si vous n'êtes pas disposé à apporter de l'assistance ou que vous ne pouvez pas apporter de l'assistance, dans ce cas, je pense qu'il faut revoir les choses et vous faire assister et accompagner parce que c'est la base du travail. Aujourd'hui, ce n'est pas de dire, moi, j'ai 4 fast-food, j'ai 4 restaurants, ça marche super bien, allez, on me demande ma franchise, je vais la vendre. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est de vraiment structurer les choses, de dire, OK, donc, mes 4 fast-food, je les ai essayés. Ma marque, elle est là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un savoir-faire? Est-ce que mes recettes sont écrites? Est-ce que mes ingrédients sont pesés? Est-ce que tout ça, c'est mis dans un endroit où tout le monde y a accès? Est-ce que moi, je suis capable de former quelqu'un s'il va avoir un autre restaurant? Et quand on dit former, je vous assure que c'est énormément de responsabilités et on y arrive. Et le franchisé, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner de l'argent pour avoir ce concept, mais en même temps, il va pouvoir investir et travailler dans sa propre entreprise. Donc, vous avez vraiment le franchiseur, le franchisé, et au milieu, il y a le concept, le savoir-faire et la transmission de données. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que là, je vais vous présenter un développement en franchise par rapport aux autres modes de développement. Alors, la succursale, c'est votre développement en propre. La licence, c'est quand vous donnez l'autorisation d'exploiter votre marque, mais si vous voulez, vous ne faites pas de transmission de savoir-faire. Et là, je suis en train de vous donner une précision que très, très peu de gens comprennent, même en Europe, même aux États-Unis, même en Afrique du Nord, même en Asie.
Quelle est la différence entre la licence de marque et la franchise? Dans une licence de marque, je vous donne l'information, mais je ne vous forme pas. Je n'ai aucune garantie, aucune caution par rapport à vous. Dans une franchise, c'est beaucoup plus, c'est la relation franchiseur-franchisé, elle est vraiment beaucoup plus profonde. Alors, quand vous faites une succursale, le capital requis est élevé. Pourquoi? Parce que c'est à vous de payer le fonds de commerce, c'est à vous de payer les frais de location, c'est à vous de recruter le personnel. Donc, vous allez vraiment dupliquer votre business. Vous êtes ouvert, je ne sais pas moi, à Dakar au plateau, et vous allez ouvrir un autre point de vente à Rufisque. Eh bien, vous allez avoir besoin de capital. Quand vous faites une licence ou une franchise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important parce que c'est l'autre investisseur qui va investir, donc vous avez besoin de moins de capital. Donc, la franchise, un des avantages de la franchise quand vous êtes une enseigne, c'est qu'elle va vous demander moins de capital puisque vous avez un investisseur. Le contrôle du concept, c'est très intéressant. Quand vous avez votre propre succursale, donc vous allez ouvrir à Rufisque, vous contrôlez complètement votre concept, vu que c'est vous qui faites l'investissement. Quand vous avez une licence, c'est faible. Pourquoi? Parce que vous lui donnez la marque et vous lui dites, voilà, va te débrouiller. Par contre, quand vous êtes en franchise, c'est total parce que vous avez des animateurs réseau et vous êtes en droit, avec le contrat que vous avez signé, de lui demander de refaire le même concept que vous à l'identique. La vitesse de déploiement, c'est-à-dire en combien de temps vous pouvez ouvrir Rufisque, Sally, Thiès, etc. Quand c'est en propre, elle est plus lente parce que soit vous avez beaucoup de capital, soit vous avez un grand staff qui va pouvoir vous faire des ouvertures tous les 6 mois, soit elle va être lente parce qu'il faut attendre que vous en ouvriez une, que vous la maîtrisiez, que vous ramassiez encore de l'argent, accumulation de fonds, de ressources, recrutement de personnel pour aller ouvrir un autre point de vente, etc. En licence ou en franchise, c'est beaucoup plus rapide parce que vous avez un investisseur qui est là et qui va le faire. Le risque financier, en succursale, il est porté par vous. En licence, il est porté par le licencié. En franchise, il est porté par les deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, quand vous faites une franchise, vous allez investir de vous-même, vous allez mettre votre marque et votre concept dans les mains d'une tierce personne. Et là, c'est un peu plus compliqué si ça ne marche pas pour lui parce que votre marque va être affectée, parce que vos résultats financiers vont être affectés à la fin de l'année. Vous n'aurez pas tous les profits et les bénéfices sur lesquels vous aviez compté. Et ensuite de ça, le fait que votre marque est affectée, elle peut affecter d'autres points de vente à vous. Et donc, vous allez perdre plus en chiffre d'affaires. L'accompagnement, il est en interne uniquement quand c'est vos points de vente. Il est minimal quand c'est un licencié parce que vous lui avez donné le concept ou la marque et vous lui avez dit débrouille-toi. Par contre, en franchise, il est non seulement interne mais renforcé parce que il y a un entrepreneur qui a payé de l'argent, qui vous a fait confiance, qui porte votre marque et votre concept. Et là, vous allez devoir investir en personnel et de vous-même pour que ça marche. Donc, l'accompagnement est très important et je peux vous donner des exemples, par exemple, de clients à moi dont les franchisés avaient ouvert en haute saison et qui avaient eu des problèmes. Ils avaient recruté du monde, ils avaient formé et à l'ouverture, leur personnel, leurs vendeurs sont partis et le franchiseur, l'enseigne que j'accompagnais, elle a été obligée d'enlever son propre staff, le donner aux franchisés qui venaient d'ouvrir en haute saison pour que justement le point de vente se tienne et que ça ne tombe pas et que les gens ne disent pas « Oh, c'est nul, on est allé, on n'a pas été bien servi, etc. » La cohérence du réseau, elle est forte en succursale, elle est variable en licence parce qu'encore une fois, on ne contrôle pas beaucoup le concept. Par contre, elle est également forte en franchise quand c'est fait dans les règles de l'art. Ce tableau, il est très important. Nous, on va donner tout ce travail après l'enregistrement aux personnes qui nous ont suivis et vous pouvez revenir dessus et moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, votre PME, est-ce qu'elle est franchisable? Donc, nous, on a un test en 6 questions clés. Moi, j'étais gentille avec vous aujourd'hui. Je vous ai dit, si vous répondez oui à 5 sur 6, on peut aller à la franchise. Mais réellement, il faut répondre oui à 6 sur 6. D'abord, mon modèle est-il éprouvé?
Moi, je ne peux pas ouvrir un concept de salle de sport, je ne peux pas ouvrir un concept d'agence de voyage, je ne peux pas ouvrir une pizzeria et puis au bout de 3 mois dire bah, je vais franchiser. Non, 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 non. Il faut qu'on attende une année au moins, qu'on ait des chiffres, qu'on ait un bilan, qu'on sache si on gagne de l'argent ou pas. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez amener des investisseurs avec vous qui vont, eux, réouvrir votre même concept. Et donc, il faut qu'au moins vous l'ayez essayé une année, 2 années, 3 années, que vous ayez ouvert un minimum de points de vente pour commencer à le vendre aux gens et dire, regardez, moi, ça a bien marché. Regardez combien je gagne d'argent, regardez combien de clients sont là, regardez mon ticket moyen. Et là, c'est à ce moment-là que vous pouvez convaincre l'investisseur de venir investir avec vous. Alors, mon concept est-il duplicable? Ben oui. Est-ce que sans moi, il peut fonctionner? Sans moi et sans ma structure à moi. Est-ce que tout est écrit? Est-ce que tout est bien structuré? Est-ce que tout est documenté? Dans le sens où si je le donne à quelqu'un en le formant, il pourra refaire la même chose. Mon concept est-il duplicable? Est-ce que quelqu'un d'autre, avec mon aide et ma formation, peut refaire ce que j'ai fait? Est-ce que mon concept est rentable? En général, alors moi j'ai mis un chiffre et c'est vrai que c'est bon pour d'autres pays. Peut-être qu'au Sénégal, vous avez d'autres valeurs et d'autres chiffres. Le candidat, en général, le franchisé, quand il sait qu'il peut récupérer son argent entre 1 année et 3 ans, il va investir avec vous. Au-delà, il va dire non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, c'est trop lourd. Est-ce que mon concept est différent? Qu'est-ce que j'apporte de vrai? Qu'est-ce que j'apporte de différent sur le marché? Ça peut être en positionnement, ça peut être en service, ça peut être en beaucoup de choses, mais j'ai besoin d'être différente. Parce que si je suis juste un concept comme tous les autres, eh ben, les franchisés ne vont pas vouloir venir acheter ma franchise. Est-ce que mon concept est transmissible? Est-ce que moi, je peux former quelqu'un en 2 à 4 semaines? Ça n'a rien à voir avec la question 2. Hein. Je pense que je vois quelques-uns qui se disent « Ah, mais on a déjà parlé de ça. » Non, 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 non. Oui, mon concept peut être duplicable. Mais s'il est duplicable difficilement et que c'est très compliqué, à ce moment-là, eh ben, on dit qu'il n'est pas transmissible. Par contre, s'il peut être dupliqué et transmissible de façon cohérente, fluide, entre 2 et 4 semaines, que tout peut être packagé, à ce moment-là, on va vraiment dire oui, vous avez réussi. Et puis, est-ce que mon concept, est-ce qu'il peut être protégé? Est-ce que mon nom de marque est protégé? Est-ce que si j'ai des recettes, ce sont des recettes secrètes? Parce que pourquoi est-ce qu'un franchisé va venir acheter et investir si le nom ne vous appartient pas? Si votre recette, elle n'est pas différenciée, on va supposer que vous avez un restaurant, si votre recette n'est pas différenciée, qu'on va manger votre poulet partout ailleurs, si elle n'est pas protégée, si vous n'avez pas quelque chose de vraiment différent, protégé, qui sécurise son business, ben, bien sûr qu'il ne va pas vouloir investir avec vous. Donc, le module 2, là, il est très important. Donc, quels sont nos prérequis? Et là, monsieur... il sait que, Monsieur Seigné, il sait que moi, je vais directement droit au but. Pour ceux qui ont fait des webinaires avant, ils savent que je vais très droit au but. Donc, moi, je vais vous dire exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, votre concept, il doit avoir 12 à 24 mois avant d'exploitation réussie. Hein. Moi, j'ai eu des franchiseurs, des concepts qui avaient des enseignes qui n'étaient pas bonnes, qui ne gagnaient pas d'argent. Et ils venaient, ils me disaient, Madame, je vous paye, vous me le mettez en franchise. Moi, je refuse parce que si votre concept ne gagne pas d'argent, c'est malhonnête d'essayer de le revendre à quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, c'est que votre concept, il gagne de l'argent et qu'il soit rentable, que vous l'ayez essayé et que vous savez que ça marche. Donc, avant de recruter le premier franchisé, vous avez un bon concept, vous l'avez protégé. Je peux vous donner des exemples, mais vraiment intéressants. Il y a une marque de pizza en Tunisie, c'est des jeunes, ils sont trop sympas. Ils ont fait 3 points de vente, ils ont voulu aller en franchise et la première chose, j'aurais dit, mais est-ce que vous êtes protégé? Nous, on appelle ça l'INORPI. Je pense qu'au Sénégal, c'est l'OAPI. Et la première chose qu'ils se sont dit, zut, on n'est pas protégé. Et le temps qu'ils commencent à faire la recherche, ils ont trouvé que quelqu'un leur avait volé le nom et qu'il était en train de le développer dans une autre région de la Tunisie. Et ça a été très, très compliqué d'aller rechercher et se réapproprier leur nom de marque parce qu'ils ont pu prouver qu'eux, ils avaient commencé avant. En vrai, dans la franchise, si vous n'avez pas protégé votre nom de marque et que vous allez en franchise, c'est de l'escroquerie pour l'État.
Pourquoi? Parce que le juge, il va vous dire, mais vous, dans votre droit d'entrée, vous avez mis que vous allez donner le nom. Mais ce nom ne vous appartient pas, vous ne l'avez pas protégé. Donc, c'est comme si moi, j'allais vendre la plage de la Corniche, là. Ou alors, j'allais vendre la place des Martyrs. Elle ne m'appartient pas, mais je vais la vendre quand même. C'est ça. Si vous avez votre marque, même si vous l'avez travaillée pendant 20 ans, si vous ne l'avez pas protégée, que vous n'avez pas le certificat de l'OAPI, vous êtes en train d'escroquer, de frauder l'investisseur parce qu'elle ne vous appartient pas. Et il faut le prouver et le mettre en attache du contrat de franchise. Alors, un modèle économique documenté. Ça, vraiment, j'insiste dessus. S'il vous plaît, c'est la première chose qu'il faut travailler. Il m'arrive de parler à des confrères, des consultants en franchise qui ne le font pas. Et moi, je trouve que c'est aberrant. Il faut faire un business plan type, avoir un seuil de rentabilité, c'est-à-dire que vous devez pouvoir regarder le franchisé droit dans les yeux et lui dire, écoute, si tu vas investir dans mon enseigne, aujourd'hui, tu vas rester 9 mois, tu ne vas pas gagner d'argent, tu vas commencer à gagner d'argent au bout du 10e mois. Et ton retour sur investissement, il va arriver probablement au bout de 2 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Partir en franchise, c'est une très, très grande responsabilité. C'est une responsabilité pour vous et c'est une responsabilité pour les franchisés à qui vous allez faire payer, qui vont investir chez vous. Et de ce fait, si vous n'avez pas une idée précise, si vous n'êtes pas capable de dire aux gens, ben, vous allez commencer à gagner de l'argent normalement, si vous faites tout ce qu'on vous dit, si tout marche comme prévu à partir de ce moment-là, à ce moment-là, lui, s'il commence à perdre de l'argent, bah, il va partir au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Et qui va perdre? Bah, finalement, c'est vous et votre enseigne, parce que votre réputation va être entachée, parce que les gens vont passer en disant, mais il n'y avait pas un fast-food de poulet là? Non, ça doit être de la mauvaise qualité s'ils ont fermé. Et là, quand ils vont revoir votre enseigne dans un autre quartier, ils vont dire, ouais, mais il a fermé dans l'autre quartier, ça ne doit pas être une bonne qualité, et ils vont passer leur chemin. Donc, vous allez vous porter préjudice. Alors, donc, on a dit, avant de recruter son premier franchisé, on va dire que son concept, on va le tester, on va protéger sa marque, s'assurer qu'on a un modèle économique documenté, et puis, on va formaliser, structurer et enseigner à un tiers en quelques semaines. Donc, on va faire tout ça à travers de la documentation, à travers le manuel opératoire. Il est lourd, il est même très lourd. Il prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose d'indispensable parce que c'est ce qui va vous permettre de travailler dans la continuité et c'est ce qui va permettre de garder votre ADN, les missions, les valeurs, parce qu'il ne faut pas se plaindre des franchisés, mais eux, s'ils ne sont pas guidés, s'ils n'ont pas l'information, ben, ça ne peut pas être des bons franchisés. C'est vous la source, c'est vous le chef de famille dans un réseau de franchise. Et moi, je me rappelle avoir travaillé avec une agence de voyage. Ils avaient 40 points de vente en franchise et ils ne voulaient pas le manuel d'opération. Et quand je leur ai dit, mais écoutez, si vous faites ce manuel d'opération, vous allez avoir 80% d'appels en moins. Tout de suite, ils ont dit d'accord. Parce que les 40 agences les appelaient tout le temps. Ah, j'ai ce problème-là. Ah, j'ai ce client qui veut ça. Ah, j'ai la porte d'entrée qui ne s'ouvre pas. Ah, le banquier me demande quelque chose. Tout ça, normalement, doit être retranscrit dans un manuel opératoire. Et à ce moment-là, les gens n'appellent plus. Ils vont directement dans le manuel et vont trouver leur réponse. Alors, le point numéro 6, mes chers participants, c'est la priorité. C'est le point le plus important. C'est le top du top, le fine touch de tout contrat et de toute relation, c'est le contrat. Parce que dans une relation de franchise, vous avez le franchiseur, le franchisé. Et au début, tout se passe très, très bien. Tout le monde est très heureux et tout le monde veut travailler. Et puis, par ailleurs, les problèmes vont commencer. Et là, quand les problèmes commencent, il faut toujours se référer au contrat de franchise. Nous, on a toujours dans nos équipes travaillé des contrats de franchise extrêmement solides, extrêmement précis. Et les gens, ils voient un contrat de 20 pages, de 30 pages. Et ils disent, mais vous êtes fous, vous, pourquoi on va faire 30 pages? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'un contrat de franchise, en fait, c'est un contrat qui va un tout petit peu décrire la vie de cette relation. Donc,
On va travailler sur un webinaire sur le contrat de franchise la prochaine fois si vous êtes d'accord. Mais par contre, je m'arrête au point 6 et je vous dis que vraiment, ne faites pas la bêtise de faire un contrat qui ne va pas vous servir. Voilà. La capacité d'animation, c'est que ce n'est pas tout de vendre sa franchise, il faut l'entretenir, la maintenir. Et quand on dit animation, vous savez, on accompagne les franchisés, on les aime beaucoup, on les soutient, mais on les contrôle aussi beaucoup parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, vous êtes les chefs de famille et puis des fois, les franchisés vont faire des bêtises et il faut qu'il y ait quelqu'un qui les contrôle. Et c'est vous, le chef de famille. Alors, comment on va structurer son modèle de A à Z? Vous avez 4 piliers de structuration. Vous avez le concept juridique, le juridique, le manuel opératoire et la formation initiale. Alors, moi, je vais vous dire ce qui se duplique et ce qui ne se duplique pas. Le process de production et de service, ça se duplique. Qu'est-ce que je veux dire? On va prendre Domino's Pizza. Eux, ils sont extraordinaires parce que non seulement ils sont très pointus sur le process de production, mais ils l'ont en plus complètement digitalisé. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous ouvrez la boutique le matin, jusqu'à ce que vous la fermiez, tout est structuré, tout est minuté, tout est prévu, tout est mis sur papier, noir sur blanc. Tout est prévu en fait. Donc, quand j'ouvre la boutique, le point de vente, qu'est-ce que je fais? Je dois déjà faire un tour, vérifier que tout est là. Je dois vérifier que les blocus n'ont pas été cassés, qu'il n'y a personne qui a essayé de s'introduire. Je dois vérifier que quand je rentre, je pousse la porte, le signe ouvert est retourné. Je dois vérifier que tous les boutons d'électricité sont bien là, etc., etc., etc. Quand je reçois ma première commande à partir du allô pour prendre la commande jusqu'à ce que merci pour votre confiance et on raccroche, tout doit être vraiment, vraiment mis structuré pour qu'on puisse avoir un vrai process. Pareil pour le service, on ne sert pas quelqu'un différemment parce qu'il est de sa famille, parce qu'il est de sa tribu, parce qu'il est de son quartier, parce qu'il est de son école. Tout doit être duplicable de la même façon. L'entité visuelle et le design, on a un pressbook qui est intégré dans le manuel d'opération. L'offre produit et service, je vous assure, c'est toujours une bagarre. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai un client en Tunisie qui fait des biscuits, qui a ouvert, je ne sais pas, une 50aine de points de vente en 2 ans. Et là, vraiment, la bagarre avec ses franchisés, c'est qu'il faut que l'offre produit, tous les biscuits, soient exactement les mêmes dans tous les points de vente, que vos catalogues soient les mêmes, identiques, que ce soit des produits ou des services. La question que je vous pose, c'est que si vous rentrez dans un McDonald's et il y en a plus de 40 000 dans le monde, est-ce que vous faites la différence entre un McDonald's qui appartient à McDonald's Corporation ou un franchisé? Aucune différence. Les produits, les goûts, la qualité de service, ce qu'on vous dit, la façon dont on vous sert, elle est exactement la même. Les outils de gestion et de logiciels, vous devez savoir les imposer à vos franchisés. Ce n'est pas possible ni normal que vous travaillez avec des outils de gestion, qu'eux travaillent avec d'autres outils de gestion. Tout est fait pour que les outils de gestion et les logiciels soient les mêmes. S'ils vous disent oui, mais c'est plus cher, moi j'ai moins cher, ou je ne veux pas travailler avec ton prestataire, moi j'ai un autre prestataire, non, hors de question, on refuse. Et ça doit d'ailleurs être écrit dans le contrat de franchise. La politique commerciale et tarifaire, on n'en parle même pas, parce que est-ce que si vous rentrez dans un McDonald's ou vous rentrez dans un KFC, vous ne pouvez pas avoir un prix d'un hamburger, aller dans un autre quartier, avoir le prix d'un autre hamburger. Après, pour la politique commerciale, il y a quand même une petite flexibilité où vous allez dire à vos boutiques, par exemple, moi j'ai un autre client qui fait des cuisines en showroom, qui est cuisiniste, qui d'ailleurs s'appelle Cuisina, et eux, ils vont dire à leurs franchisés, nous, on fait des remises à nos clients entre 5 et 15%, dépendamment du volume d'achat, dépendamment si c'est un client loyal, etc. Donc, on vous laisse le soin, vous, franchisés, de faire entre 5 et 15% dans vos showrooms. Et là, chaque magasin peut avoir une marge, mais pas qui fait 0 ou quelqu'un qui fait 50%. Ça doit rester dans une fourchette, ça doit rester une offre commerciale qui est propre à tous les points de vente, qu'ils soient des succursales ou des franchisés.
La formation et les procédures, on en a parlé depuis le début, ça fait une demi-heure, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais je peux vous dire que c'est très, très important que la formation et les procédures soient dupliquées et l'expérience client soit un parcours standardisé. Et là, c'est très intéressant parce que vous, quand vous… ce qui fait partie du jeu de la franchise, on va dire, ou de l'esprit de la franchise, c'est que quand vous allez quelque part que vous ne connaissez pas cet endroit ou que vous avez un besoin, vous allez toujours être attiré par un réseau parce que vous connaissez l'enseigne, vous avez confiance dans l'enseigne, vous avez une expérience positive, vous avez eu des échos positifs et donc vous vous dites « Ah, tiens, il y a tel point de vente, j'ai envie d'y retourner. » Mamma Mia ou autre, pour parler des belles enseignes au Sénégal. Et là, quand vous trouvez ce point de vente, en fait, l'expérience client doit être le même. On ne peut pas être mieux traité à la Corniche qu'au plateau ou être maltraité parce que c'est Rufisque et c'est un peu plus loin et que personne n'a un œil dessus. Et donc, c'est important que vous ayez des clients mystères parce que vous êtes encore une fois le chef de famille et que vous avez la responsabilité de votre brand. Donc, vous faites des clients mystères, vous demandez à vos animateurs réseau de se déplacer, vous demandez aux clients de vous faire des feedbacks à travers votre site en ligne ou votre page Facebook parce que c'est important justement que cette expérience client soit standardisée. Alors, qu'est-ce qui ne se duplique pas à votre personnalité? C'est-à-dire que si vous savez que les gens viennent dans votre point de vente seulement pour votre personnalité, c'est bien, mais ce que ça va vous dire, c'est que franchement, ça ne peut pas se refaire. Vos relations personnelles, clients et fournisseurs ne se dupliquent pas parce que vos clients, ils vont venir pour vous. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est des centrales d'achat avec, entre autres, dans les fiches de duplication, des recommandations pour avoir des fournisseurs précis. Un savoir-faire qui ne peut pas s'écrire parce qu'aujourd'hui, il y a trop de responsabilités, il y a trop de process dans une franchise pour faire un savoir-faire oral. Et là, ça peut être digital, ça peut être sur papier, mais ça ne peut surtout pas être verbal. Un positionnement flou ou instable, c'est très, très, très problématique. Qu'est-ce que vous êtes? Une salle de sport? Très bien. On est dans le segment salle de sport. Est-ce qu'on est une salle de sport uniquement pour les femmes ou pour les femmes et hommes? OK. Ça, c'est un positionnement. Est-ce qu'on est une salle de sport de musculation hard pour les hommes qui veulent vraiment venir s'entraîner pour de la compétition, etc. Et là, les femmes vont être beaucoup moins à l'aise parce que ça ne va pas être une salle de sport moderne, mix, etc. Tout ça, ça doit rester extrêmement précis, extrêmement segmenté parce que c'est là où vous allez pouvoir le dupliquer. Alors, un concept qui n'est pas rentable, ou n'est pas rentable sans vous, c'est très problématique, ou un concept qui est trop dépendant d'un lieu unique. On va dire que, par exemple, quelque chose qui va dépendre d'une vue ou d'un bord de mer. Si tout votre concept se base sur le fait que vous soyez sur le bord de mer avec des bancs et des sièges où les gens peuvent s'asseoir, profiter des crustacés qu'on va ramener frais de la mer, là, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir au centre-ville, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir dans un mall, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir dans une université. Et là, il faut faire très, très attention à ça. Alors, là, c'est la Bible du franchiseur, ou vraiment là où le franchiseur doit travailler, c'est le manuel opératoire. Alors, vous allez trouver que j'en parle un peu beaucoup, mais quand on parle des clés de succès de la franchise, on doit parler d'une très bonne offre commerciale. Vous devez savoir l'offre commerciale que vous faites parce que c'est celle qui va faire que le franchisé va pouvoir gagner de l'argent avec vous. Un excellent contrat parce que c'est là où vous allez mettre le franchisé dans son contexte. Voilà tes devoirs et voilà tes obligations et voilà tes droits. Et le document, le manuel d'opération qui est extrêmement important. Donc, vous présentez la marque, l'histoire, les valeurs, l'identité visuelle, le positionnement, quels sont les aménagements, le cahier de charges, les fournisseurs agréés, les opérations quotidiennes, je vous en parlais, l'ouverture, la fermeture, les checklists journalières, comment on gère les RH. Parce que vous savez, vous avez de l'expérience, vous avez ouvert une boulangerie, pâtisserie, vous avez géré, vous avez les fiches de poste, les grilles salariales, les procédures RH. Et l'investisseur, quand il va venir travailler avec vous, investir dans une boulangerie qui aura votre nom, en fait, les fiches de poste doivent être les mêmes, les grilles salariales, les procédures soient les mêmes, parce que ce n'est pas normal qu'une boulangerie, elle ait
une pratique avec votre nom et qu'une boulangerie franchisée n'ait pas les mêmes pratiques, les gens gagnent moins ou les gens gagnent plus. Donc, il faut que ce soit vraiment across the line, sur tout le bord, que ce soit, on va dire, homogénéisé. Le marketing, le commercial, les outils de vente, le positionnement digital, tout ça doit être dans le manuel d'opération parce que si, par exemple, on va vous autoriser à avoir vos propres pages Facebook par région, on va dire, ben, tout doit être dans le manuel d'opération. Qu'est-ce que vous pouvez mettre, qu'est-ce que vous ne pouvez pas mettre, quels sont les visuels, les logos, la charte graphique. Donc, tout ça, c'est très important. Le reporting financier, pour que vous n'ayez pas tout le temps à appeler le siège, comment je fais ça, comment je fais ci, qu'est-ce que ça veut dire ces ratios, tout doit être inscrit justement dans le manuel d'opération. Alors, les fiches techniques, les recettes, les procédures qualité, si vous avez des produits ou des services. Et puis, dans la relation franchiseur, ben, on doit dire les fréquences d'audit, les redevances, la communication réseau. Tout doit être dans ce manuel d'opération. Ce que je ne dis pas dans cette présentation, mais je vous le dis maintenant, c'est que c'est un document extrêmement confidentiel parce que ce document fait que c'est ce qui réplique votre succès. Donc, il ne doit pas circuler ni chez vos employés, ni chez le franchisé. C'est vous, en tant que chef de famille, qui le donnez au franchisé, qui va vous signer une décharge qu'il a bien reçue. Et si jamais ce manuel va circuler, eh ben, vous pouvez demander des préjudices pour ça. Alors, le cadre juridique, très important. Le contrat de franchise, il doit dire énormément de choses, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il va donner la durée, parce qu'un contrat de franchise n'est pas un contrat ouvert dans l'essentiel. Il doit donner une exclusivité de territoire définie géographiquement, donner les droits d'entrée, les redevances, les royalties. Ensuite de ça, ben, qu'il y ait des clauses de non-concurrence post-contractuelle. Je m'explique. Vous vendez votre concept, vous avez une pizzeria ou vous avez ou même un garage mécanique, une agence de voyage, une agence immobilière, une salle de sport, etc. Vous vendez votre franchise pour 5 ans. On va dire 8 ans. Et puis, la personne, au bout de 5 ans, 8 ans, 3 ans, le contrat va s'arrêter et elle va refaire exactement le même concept que vous, sauf sans votre marque. Ça, c'est de la concurrence. Donc, quand vous faites un contrat de franchise, pensez bien qu'il faudra prévoir qu'est-ce qui se passe une fois que le contrat est fini. Ensuite de ça, les obligations de l'une et l'autre partie. Et dans ce cas, je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant, mais je peux vous dire que ça pourra faire l'objet de tout un autre webinaire, d'une autre heure de travail ensemble. Alors, protéger la marque à l'OAPI, elle est valable dans 17 pays francophones, c'est très important. Le coût est accessible, on protège pour 10 ans et ça inclut le nom, le logo, les couleurs et les slogans. Il faut faire très, très attention. Et puis après, le DIP. Alors, le DIP, il n'est pas obligatoire au Sénégal, il est obligatoire en Tunisie, il est obligatoire en France où il y a la loi Douban. Et ça, c'est très, très important. Elle doit donner l'historique du réseau, le compte du franchiseur, les états financiers sur 1, voire 2, 3 ans, l'historique du réseau, les listes des franchisés existants, les contrats types donc en annexe et avec un délai de réflexion de 20 jours. Encore une fois, au Sénégal, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez faire les choses proprement et de façon très structurée, il faudra donner un minimum d'informations aux franchisés parce que si le franchisé signe et qu'il vous paye de l'argent, demain, s'il prend un recours commercial et il y a un litige, il va dire « mais il ne m'a pas bien informé, il m'a induit en erreur ». Et vous, si vous avez fait un DIP dans les règles de l'art et lui, il a signé une décharge et qu'il a eu 20 jours pour réfléchir, vous allez dire « non, monsieur le juge ou madame la juge, c'est pas vrai. Moi, je lui ai donné beaucoup d'informations. Il avait toutes les informations à disposition et c'est lui qui a quand même décidé d'aller et qui n'a pas réussi l'exploitation correctement. » Voilà. Alors, ça, c'est un très, très grand sujet. Et je vous avais promis que j'allais vous expliquer les clés de la réussite d'un modèle en franchise. Et la clé de réussite d'un franchiseur, d'une bonne franchise, c'est le franchisé. D'abord, le profil idéal, c'est quelqu'un qui a de l'argent pour démarrer, mais pas que. C'est plutôt, et c'est même la capacité financière, vraiment, je vous assure, c'est la dernière chose. L'adhésion au concept. C'est quelqu'un qui croit en votre marque, qui partage les valeurs et qui parle avec respect de votre marque.
Moi, j'ai eu beaucoup de cas où quand je voyais que le candidat n'était pas convaincu, où il disait « Ouais, mais la marque, elle n'est pas trop connue, je ne comprends pas pourquoi vous voulez des droits d'entrée. » Moi, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais votre marque, elle n'est pas connue », je lui dis tout de suite « On arrête la discussion, allez chercher une marque connue. » Je ne prends pas un franchisé qui me parle comme ça. Expérience managériale. Alors, il y a 3 semaines, j'étais allée au congrès d'une marque qui a des commerces de proximité, qui est magnifique. C'est un très bon client. Je pense qu'ils ont 300 points de vente en Tunisie. Et ils m'avaient montré leur meilleur franchisé qui faisait le meilleur chiffre d'affaires de toute la Tunisie. Par contre, il m'a dit « Ouais, mais bon, au niveau managérial, il n'est pas trop bon. Et du coup, on le renforce. » Moi, je vous dis, si vous identifiez quelqu'un qui n'a pas de bonnes expériences managériales, c'est quelqu'un qui va vraiment confondre la caisse et son compte en banque. C'est quelqu'un qui va confondre chiffre d'affaires et profit. Et là, si vous l'identifiez qu'il a beaucoup de qualités, mais qu'il n'a pas d'expérience managériale, il faut faire la formation avant qu'il signe votre contrat. Ou alors, dès qu'il signe votre contrat, avant de commencer à exploiter, il faut vraiment travailler parce que l'expérience managériale, elle est très importante. Quelqu'un qui connaît sa zone, vraiment, hein, qui a un réseau relationnel solide. C'est-à-dire que si moi, j'habite les Almadies, ben, je ne vais pas aller ouvrir au plateau. J'aimerais bien la proximité. Je suis aux Almadies, je vais ouvrir un business là où il y a mes clients, mes voisins, mes amis d'école et les gens vont venir. Et par exemple, on avait travaillé avec des gens qui avaient ouvert à Bizerte, donc c'était une ville de Tunis, pour une entreprise de services financiers type Wave, etc. Et c'était intéressant parce que le gars d'origine, il est là, mais il n'a pas vécu, il n'a pas grandi dans sa ville d'origine. Et il a eu beaucoup de mal et de difficultés au démarrage. Et heureusement que la franchise avec laquelle il travaillait, en fait, ils avaient été vraiment, ils l'ont soutenu, ils ont envoyé des équipes commerciales qui ont fait du travail terrain, qui donnaient des brochures aux autres commerces, qui allaient voir, qui faisaient du porte-à-porte pour le soutenir lui, parce que lui, il n'était pas capable de ramener des gens dans son point de vente. Donc, la connaissance de sa zone, que la personne sache qui sont mes clients, quelles sont leurs habitudes? Est-ce que le dimanche, ils se réveillent tôt parce qu'ils veulent commencer à sortir faire des courses? Ou est-ce que c'est plutôt tard le soir qu'ils font les courses? Est-ce que c'est vraiment des zones résidentielles où les gens sortent tôt et reviennent tard? Ou est-ce que c'est des zones où il y a vraiment du mouvement pendant la journée, etc., etc. Et puis, c'est quelqu'un, et là, je ne peux pas vous dire à quel point c'est important, l'humilité, c'est quelqu'un de suiveur qui va accepter vos règles, qui va accepter de suivre votre manuel d'opération sans les contourner et sans tricher. Alors, comment on recrute en franchise? Vous avez les salons, vous avez LinkedIn, bouche à oreille, partenariat. Et puis, vous avez aussi le site wefranchise.com parce que nous, on va commencer vraiment à travailler sur le Sénégal. Et là, les plateformes de recrutement, elles sont très intéressantes. Donc, le processus de sélection. Et je sais que je vous ai donné énormément d'informations aujourd'hui en 1 heure, mais on pourra revenir dessus. Vous pouvez me recontacter. wefranchise.com. Le dossier candidat, entretien de découverte, vous lui donnez le DIP, il a un délai de réflexion de 20 jours. Ensuite de ça, s'il est intéressé, on va faire un business plan franchisé, on va valider le financement, il va passer 1 semaine pour être en immersion, et puis ensuite de ça, il va signer le contrat, il va payer vos droits d'entrée. Donc, c'est très important qu'il y ait un premier entretien de découverte, mais qu'il y ait aussi une immersion. Après, je suis d'accord, ce n'est pas obligé que ce soit 1 semaine, ça peut être 1 jour, 2 jours, 5 jours, ça peut même être des fois 2 semaines, mais c'est très important parce que la personne, elle va investir, c'est un projet de vie et ça peut être que comme ça, dans l'ensemble, je crois que j'aimerais bien avoir un commerce de proximité. Dans l'ensemble, je pense que j'aimerais bien avoir un showroom qui vend des cuisines ou un magasin qui vend des chaussures. Et peut-être qu'au fond, après 1 ou 2 ou 3 jours, la personne ne va pas se sentir bien enfermée dans cet endroit. Et c'est important que, justement, il y ait cette visite immersion. Alors, un réseau non animé est un réseau qui dérive, effectivement, parce que vous devez être le chef de famille, vous devez être toujours derrière votre réseau, toujours en face, toujours à communiquer, toujours à discuter, à comprendre, à écouter. Le suivi opérationnel, c'est les visites terrain, les audits de qualité, les grilles d'évaluation standardisées, le plan d'action, parce que le mystery shopping dont je vous parlais tout à l'heure,
Parce que c'est bien de dire, on va être gentil, on va faire des visites, mais derrière, il faut les mettre dans une grille d'évaluation, il faut avoir un plan d'action. OK, je suis venue vous voir pendant 3 mois d'affilée, donc les 2 derniers mois, vous avez fait cette bêtise, où il y a ce manquement de stock, donc c'est dans votre grille d'évaluation standardisée, donc vous pouvez faire un suivi, un trend. Donc, on va faire un plan d'action correctif. Est-ce qu'il faut vous former mieux? Est-ce qu'il faut revoir votre stock ensemble? Et puis, un mystery shopper. Et après, vous avez la communication. Je ne peux pas vous dire à quel point la communication est importante. Même si vous avez un seul franchisé, il faut communiquer. Même si vous en avez 100. Donc, la newsletter, le WhatsApp, là, les groupes, les conventions annuelles, les partages des bonnes pratiques. Quand vous avez quelque chose, vous envoyez sur le groupe WhatsApp ou vous envoyez un mail à tous vos franchisés et avec des tableaux de bord de performance partagés. Ça ne sert à rien de garder son information. Ça ne sert à rien de dire, lui, il n'a pas besoin de savoir parce qu'au contraire, le réseau de franchise, en fait, il repose sur l'aide mutuelle les uns envers les autres. Et puis, le support, c'est important parce que votre franchisé, il va avoir la loyauté, il va avoir la vision avec vous, seulement s'il y a un support continu. Alors, un hotline, des formations 3 à 4 fois par an, une centrale d'achat commune avec les fournisseurs, c'est les mêmes. Comme ça, vous pouvez acheter moins cher. Des outils marketing prêts à l'emploi, je vous en avais parlé dans le manuel d'opération. Et puis, des coachs désignés par zone, des coachs réseau qui sont aussi vos animateurs. Voilà. Alors, le franchiseur, comment vous gérez vos revenus? Déjà, vous avez les droits d'entrée. Certaines personnes, des fois, décident de ne pas en avoir. Il y a des clients, des concepts en Tunisie, où ils disent, moi, je n'ai pas besoin d'un droit d'entrée parce que je suis sur un modèle plutôt retail. Et puis, il y en a d'autres qui disent, non, moi, surtout la restauration, etc., ils disent, non, moi, je veux un droit d'entrée. Et après, ça se discute, ça se calcule et ça se signe. Vous avez les royalties. Certains font des pourcentages sur chiffre d'affaires, d'autres font des royalties fixes comme un loyer. Quel que soit ton chiffre d'affaires, je veux tant de francs CFA. Et puis, vous avez également la centrale d'achat. Vous pouvez prendre une marge dessus. Si vous avez une centrale d'achat, vous pouvez très, très bien penser que vous allez travailler avec des marges arrière. Et vous n'êtes pas obligé d'en informer vos franchisés parce que ces fournisseurs, c'est vous qui les avez trouvés, c'est vous qui les avez sélectionnés, c'est vous qui les validez, c'est vous qui envoyez vos commerciaux et vos audits de qualité pour s'assurer que les fournisseurs vous donnent de la bonne qualité. Et puis, il y a aussi des redevances de communication. Alors, le Sénégal, est-ce qu'il est mature pour la franchise? On va dire que c'est quand même, oui, beaucoup. Parce que c'est un marché en croissance, parce que 17 millions d'habitants, c'est pas peu, et parce que vous faites un cadre l'OHADA qui est vraiment un cadre harmonisé que vous pouvez commencer à vous développer au Sénégal, aller dans la sous-région, aller au Mali, aller au Togo, aller au Cameroun, aller vers les pays voisins. Alors, les secteurs porteurs, je dois dire que nous, on a un baromètre de la franchise qu'on met en avant régulièrement. Et le premier secteur le plus demandé en franchise, ça a toujours été les services, mais vous avez restaurateurs, traiteurs locaux, services liés à la personne, éducation, formation professionnelle, ça reste dans les services, commerce alimentaire, épicerie, réparation automobile. Et moi, je suis très contente de vous donner des idées comme ça sur la Tunisie. Les services immobiliers, par exemple, nous, il y a peut-être 10-15 ans en Tunisie, tous les agents immobiliers, c'était des gens qu'on retrouvait dans l'informel, un peu dans les cafés. Aujourd'hui, vous avez Remax, Century 21, Technocasa, etc. Donc ça, c'est important. Les défis, l'accès au financement. Nous, dans le baromètre, c'était la première chose qui dérangeait le plus, c'était l'accès au financement. La formalisation des PME. Malheureusement, il y a encore beaucoup de transactions et de commerce au noir. Et là, on ne peut pas travailler sur une duplication de modèles si on a une économie au noir. L'absence de loi spécifique sur la franchise, c'est un petit défi, mais ce n'est pas problématique. Par exemple, au Maroc, ils s'en sortent très, très bien, les Marocains, alors qu'il n'y a pas de loi sur la franchise. Un turnover de personnel qualifié, parce que vous n'allez pas pouvoir former les franchisés si vous-même, vos personnels, vous avez à les former. L'infrastructure, parce que si vous avez des fournisseurs qui n'arrivent pas dans certaines régions de Dakar, donc ça va être très compliqué que vous ouvrez des franchises.
l'Internet aussi et la culture de standardisation. Et ça, je vous dis tout de suite, hein, ce n'est pas qu'au Sénégal, même en Tunisie, c'est des fois la croix et la bannière pour demander à des enseignes qui se portent très très bien hein, de standardiser, de structurer et de développer. Donc moi, c'est un discours que j'ai l'habitude de faire. Alors, les erreurs à ne pas faire, d'abord, c'est lancer un pilote sans lancer la franchise sans avoir un pilote. Sélectionner des franchisés trop vite. Celle-là, je la vois tout le temps. J'ai un client, mon Dieu, s'il m'écoutait. Ah oui, oui, moi, mon patron, il veut que je recrute des franchisés. Allez, allez, n'importe qui se présente, pof, on va y aller. Alors que nous, on avait parlé il y a quelques slides. D'ailleurs, je vais vous le franchisé idéal. Là, on a je ne sais pas combien de critères. Il faut qu'il ait de l'humilité, il faut qu'il connaisse son quartier, il faut qu'il ait de l'expérience managériale, il faut qu'il adhère à vos concepts, etc. Tout ça, c'est pas oui, oui, vite, 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 on va recruter. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de discuter avec le franchisé. Il faut comprendre pourquoi il veut votre franchise. C'est quoi sa vision? Est-ce que sa vision s'aligne avec la vôtre, etc. Ne pas sous-estimer l'animation du réseau. Dire, ben oui, moi, je l'ai formé là 3-4 semaines, qu'il s'en aille, c'est pas un souci. Il faut rester régulièrement derrière le franchisé. Un manuel opératoire inexistant ou vague ou généré par ChatGPT, je vous en supplie. J'ai un très, très bon client. Lui aussi, s'il peut m'entendre. Et il a une très belle franchise. On l'a modélisé l'année dernière au mois de mai. Et puis, en mois de juillet, il a recruté son premier franchisé. D'ailleurs, nous l'avons modélisé et nous lui avons recruté son premier, deuxième, troisième, quatrième franchisé. Et le problème, c'est qu'on avait dit, il faut que tu aies un manuel d'opératoire. Et lui, il a dit, oui, c'est bon, je m'en charge, mes équipes vont faire à l'interne. Et il avait généré son manuel d'opération sur ChatGPT. Il était très fier de lui, il me l'a envoyé. Je lui ai dit, c'est pas bon, mais je peux rien te dire, c'est ta décision, mais c'est pas bon. Et quand il a ouvert le premier, ça s'est plutôt bien passé. Au deuxième, troisième, il a commencé à se casser la figure parce que son manuel d'opération n'était pas bon et que le franchisé, ben, il ne suivait pas, il ne faisait rien de ce qu'il voulait parce qu'il n'avait pas les guidelines, il ne savait pas quoi faire, il se pensait libre, il se croyait libre. Et ça, c'est très compliqué. Donc, le manuel opératoire important. Fixer des redevances trop élevées, ça, c'est l'horreur et je la déconseille. Et je suis celle qui va vraiment, quand j'accompagne les enseignes, m'asseoir, étudier la rentabilité du franchisé avant la vôtre, les franchiseurs, pour m'assurer que le franchisé ne va pas étouffer. Une fois, je discutais avec un franchisé qui avait ouvert une pizzeria. Et en gros, il me disait, Madame, vous savez, à la fin du mois, quand je paye les redevances, quand je paye mes charges, que je repaye mes employés, il me reste 100 euros. 100 euros, madame. Et au bout de 6 mois, il a renoncé à la franchise. Et il est allé de son côté très loin, dans un autre quartier, ouvrir une autre franchise. Et là, ça se passe une autre enseigne à son nom, parce qu'il avait le savoir-faire. Et là, ça se passe très bien pour lui. Et c'est dommage parce que ce franchiseur, s'il avait su travailler le modèle, eh ben, il l'aurait gagné et ça aurait été un win-win pour tout le monde. Négliger la protection juridique, ça je vous avais dit, hein, marque déposée, contrat flou. Croître trop vite, je vous avais dit aussi dans les premières slides, n'essayez pas d'ouvrir trop rapidement. Il faut ouvrir un point de vente, s'assurer que c'est bien fait. Vous avez une bonne formation, vous avez sélectionné le bon candidat, le point de vente se porte bien, on ouvre un deuxième. Alors, moi, je vous ai pris une étude de cas, une chaîne de restauration. Donc, le secteur, c'est restauration rapide locale. On est au Sénégal. En général, on va essayer de lancer 3 ans après le pilote. Bon, les droits d'entrée, je ne peux pas trop vous dire. Hein. Les redevances mensuelles non plus, l'investissement franchisé. Mais en général, son retour en investissement, il va aller entre 24 et 36 mois. Et il va avoir, au bout de 3 ans, 8 franchises. Je vous assure, ça, c'est un scénario très classique et très faisable. Pourquoi ça a fonctionné? D'abord parce qu'il avait un bon concept qui était ancré dans les habitudes locales. Moi, j'ai pris le Tchibouchine parce que j'adore. Il a un manuel opératoire qui est traduit en Wolof pour les équipes terrain. Il ne faut pas croire que le manuel opératoire, c'est un gros livre ou un gros document pesant. Au contraire, c'est quelque chose qui doit être bien fait, avec beaucoup de photos, même avec un peu de gamification pour ceux qui veulent aller en digital, qui doit être traduit en Wolof, qui doit être traduit en français très simple pour que les équipes comprennent.
peut-être faire un partenariat avec une banque locale. Hier, je commence, d'ailleurs, je commence cette semaine à travailler avec My Best Home en Tunisie. Et c'est trop sympa parce que c'est un jeune qui a commencé son premier point de vente, il avait 23 ans. Et il fait tout ce qui est décor maison, les plaids, les housses de lit, les services de la cuisine et tout ça. Tout ce qui est la dot d'une mariée, en fait, ou une femme de maison, tout ce qu'elle veut trouver, sauf les luminaires. Il a même commencé, je pense, avec les équipements électroménagers. Et ce qui est génial, c'est qu'il a donc il a travaillé sur son premier modèle, il a gagné de l'argent, il a ouvert un deuxième point de vente, donc ça fait de la crédibilité. Et il a énormément travaillé sur son image, son marketing, son positionnement et la réputation de sa marque. Et donc là, il est allé faire un partenariat avec une banque locale justement pour le financement de ses franchisés. Alors, formation initiale 3 semaines sur le site pilote obligatoire, c'est un gros minimum. Hein. Et puis, il y a un système de reporting, WhatsApp, Excel, etc. Donc, premier recruté, ça peut être aussi parmi les ex-employés de la compagnie qui connaissent les plus engagés. Et j'ai un concept comme ça en Tunisie de parfumerie qui s'appelle Happiness. Et c'est trop sympathique parce que dès qu'on les a modélisés et tout ça, et dès qu'on s'est mis en franchise, c'est leurs employés, les conjoints, les hommes, épouses et femmes des employés qui disaient oui, mais moi je veux ouvrir une franchise, je veux ouvrir une franchise. Et ça m'a vraiment rassurée parce que je me suis dit tiens, eux, ils sont employés. Il y avait le directeur achat, il y avait le directeur financier, il y avait un gérant de magasin. Et je me suis dit, tiens, eux, ils sont employés, ils connaissent bien l'enseigne de l'intérieur et donc ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et s'ils veulent être franchisés, c'est une très belle chose. Voilà. En gros, je vous ai fait une petite 4 phases, hein, mais après, on n'est pas obligé d'avoir -1 à -12, mais on s'est dit en une année, on va auditer la franchisabilité, on va déposer votre marque, on va faire le manuel d'opération, donc la mise en place du pilote de référence, donc on va la documenter. Ensuite de ça, rédiger le contrat, le business plan franchisé, définir le modèle de redevance. Ce que vous devez savoir, c'est que le manuel d'opération, on le commence assez tôt, mais il va prendre plusieurs semaines, voire 2-3 mois. Le modèle de redevance, le DIP. Phase 1, phase 2, moi en général, je vais les faire vraiment très proches. Ensuite de ça, recrutement et formation. Elle peut arriver, si vous êtes prêt, elle peut même arriver en mois 4. Lancement de la communication, sélection des premiers franchisés, formation initiale, ouverture des premières unités. C'est-à-dire que moi, entre le temps où je prends une enseigne, que je la modélise et le temps où on commence à recruter les premiers franchisés, très honnêtement, pour les marques qui sont bien structurées et tout ça, on peut y aller en 2-3 mois. Pour d'autres, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Et au bout d'une année, c'est les visites terrain, audit qualité. On ajuste le manuel. Et ce que vous devez savoir, c'est que le manuel, il s'ajuste régulièrement. Convention de lancement du réseau et planification d'autres ouvertures. Voilà. Donc, pour vous, si vous y allez directement, donc là, vous commencez à passer votre diagnostic, vous déposez votre marque et vous réfléchissez à commencer votre manuel d'opération. Et quand vous posez vos diagnostics, eh ben, il faut être prêt à se dire, moi, qu'est-ce que je vais faire, comment je modélise. Et vous êtes vraiment les bienvenus au niveau de la DEPME et de WeFranchise directement. Voilà. En résumé, la franchise, ce n'est pas un produit, c'est une relation de confiance. C'est vrai que c'est une relation de confiance, mais c'est pour ça qu'il faut avoir un contrat, parce que la confiance et la relation ne se tient qu'en mettant les garde-fous avec un bon contrat. On structure avant de grandir, on commence par un pilote. Le franchisé réussit, donc le franchiseur, il est prospère. Le contexte sénégalais, il est généralement favorable, mais il faut adapter. Et le meilleur au manuel opératoire, le contrat et une bonne modélisation, c'est vraiment vos prérequis. Voilà. Donc moi, je reviens vers vous. Je viens de finir ma présentation et je suis tout à fait disposée à vos questions. Je ne sais pas si M. Sérigné a des commentaires ou veut prendre la parole. Je vais me mettre en mute. Alors, Monsieur Omar, je ne sais pas si vous aviez une question, mais vous nous avez dit bonjour.
Voilà. Merci beaucoup, Rim, pour pour cette présentation. C'était vraiment bien fait, bien organisé et bien expliqué aussi. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Et voilà, on sent que vous êtes voilà, donc, assez motivé pour accompagner les PME sénégalaises donc, à la franchise. Et l'ADPM également est prête à, à collaborer avec vous pour vraiment améliorer l'écosystème voilà, ici au Sénégal. Donc, en attendant qu'on ait des questions, peut-être rappeler que nous, actuellement, nous sommes en train en fait, de développer un petit programme d'accompagnement donc des PME à la franchise. Donc, l'idée, c'est de voir des concepts, des structures en fait, qui peuvent être donc, des modèles de franchise. Et nous les accompagnons à faire d'abord le diagnostic, la structuration et de définir, de concevoir en fait, le modèle de franchise qui va avec leur activité. Actuellement, on a déjà lancé un petit ami. Donc, je dis que donc, la liste n'est pas encore donc, fermée. S'il y a parmi nos participants des PME qui souhaitent se lancer, nous sommes disponibles. Et également, RIM également est disponible. Voilà. Donc, je vais laisser mon adresse email dans le chat. Comme ça, vous pouvez m'écrire directement par email si vous êtes intéressé. Comme ça, nous pourrons commencer à faire donc, l'enrôlement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, moi, j'ai quelques questions. J'adore aujourd'hui nos participants parce que c'est bien, ils parlent. Donc, ils nous posent des questions. Donc, Laïssa Mouen, je vais revenir sur le chat et je vais vous ouvrir le micro. Donc, Laïssa, voilà, vous êtes là. Vous me dites que vous avez. Donc, j'active la parole et vous débloquez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. J'ai d'autres participants. Allez-y, levez la main si Oui. vous voulez prendre la parole. Allez-y, Laïssa. Très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner la parole. Donc, je suis Laïssa Mouen, fondatrice de Kinea Ventures. Alors, la question que je voulais vous poser ici, elle est un peu particulière parce que nous, on est plutôt dans une posture d'investisseur ou d'accompagnant, de structure d'accompagnement de marques digitales natives et parfois on est dans la situation de mais qu'est-ce qu'il faudrait pour en fait que ces PME ou ces startups puissent se développer. Et donc je pense notamment au modèle de retail, par exemple des chaînes de concept store pour qu'on puisse diffuser un peu plus les marques locales. Donc, est-ce que vous avez des exemples similaires en Tunisie? Oui. Alors, j'adore votre question et j'adore votre démarche. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois beaucoup, je suis une forte, vraiment une virulente défenseresse je ne sais même plus ça se dit, mais je suis en tout cas, je lobby pour, allez, soyons American. Donc, moi, je lobby pour les marques locales. Et ce que vous me dites me parle beaucoup. Et moi, j'ai vu des toutes petites marques tunisiennes monter. Alors, ce que vous devez savoir, la première chose, c'est que vous me parlez déjà d'un concept store avec des marques sénégalaises. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est ça. Ben, ce que vous devez faire, vous, en tant qu'investisseur, pour savoir est-ce que cette marque, elle est franchisable ou pas. Déjà, vous commencez à avoir, est-ce que cette marque, elle a la vision de devenir une franchise? Je vais vous étonner, Laïssa, et je le dis à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, inclus la DEPME, certaines personnes ne veulent pas grandir et certaines personnes ne veulent pas grandir en franchise. C'est-à-dire qu'ils veulent grandir, mais pas en franchise. Donc, moi, c'est très important quand j'ai des clients, des fois, je travaille avec la Bird, qui sont des donneurs d'ordre, etc. Ils m'apportent des gens et je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, est-ce que vous croyez au modèle de la franchise? Est-ce que vous croyez au fait de donner à quelqu'un d'autre votre nom? Est-ce que vous croyez à transmettre votre savoir-faire?
Et là, la personne ne va pas avoir le choix parce qu'elle va répondre oui ou non. Je ne laisse pas le mais, il n'y a pas de mais, Donc, est-ce que si vous croyez, parce que la franchise, on ne le fait pas à moitié, on ne joue pas à moitié. La franchise, c'est un modèle de développement qu'il faut faire de A à Z dans les règles de l'art, parce que dès qu'on commence à tricher, eh ben, on ne gagne plus. Ça, c'est peut-être dans les 20 minutes, c'est peut-être dans les 2 mois, c'est peut-être dans les 2 ans. Donc, la première chose qu'il faut que vous définissiez, vous, par rapport à votre portefeuille de brand que vous gérez, à première vue, la personnalité du fondateur. Est-ce qu'il veut grandir? Est-ce qu'il est prêt à partir en franchise? Est-ce qu'il comprend le modèle de la franchise? On va dire que tout ça, c'est oui. Ensuite de ça, vous allez regarder la duplicabilité du modèle. Est-ce que ce monsieur ou cette dame, donc cette enseigne, est-ce que son sourcing est fait auprès de très, très, très petits artisans, qui fait que si demain il a 10 points de vente, il ne pourra pas les servir. Alors, à ce niveau-là, c'est très important parce qu'après, il y a la vision d'un fonds d'investissement qui l'accompagne en lui disant, écoute, moi, je vois bien ton modèle là, tu peux commencer à faire 1, 2, 3 franchises, mais dès que tu vas passer à la 3e franchise, là, on va shifter, on va travailler sur ton sourcing, on va travailler sur potentiellement qu'est-ce qui va faire limiter ta croissance. La 3e chose, donc la première chose, c'est la vision du fondateur. La 2e chose, c'est la croyance dans la franchise et donc l'aptitude à jouer le jeu. La 3e chose, c'est le sourcing. La 4e chose, c'est est-ce que ton nom est connu? Parce que moi, aujourd'hui, qui va venir prendre ta franchise si les gens ne te connaissent pas? Donc, il va falloir que tu te positionnes avec un positionnement clair. Je suis le concept store XYZ. Voilà ce que je vends. Voilà pour qui quels sont mes clients, qu'est-ce que je fais. Et c'est à ce moment-là, quand le brand commence à être connu, que l'appétit pour la franchise va venir. Donc, le fondateur peut avoir la vision, il peut avoir les fournisseurs, il peut avoir le bon produit, mais si le brand n'est pas là, à ce moment-là, ça ne peut pas être un modèle franchisable. Donc, moi, j'ai souvent eu comme ça des petits modèles qui viennent me voir et malheureusement, je suis un tout petit peu trop honnête, mais j'adore ça. C'est-à-dire que je leur demande la notoriété, donc je vais les voir un peu sur les réseaux sociaux. Et quand je leur dis, mais votre brand, vous êtes encore trop nouveau, votre brand n'est pas encore très connu, il faut vraiment appuyer sur votre marketing et revenez me voir une fois que votre brand est connu et qui va susciter l'appétit des autres investisseurs. Et là, à ce moment-là, on commence à parler de franchise. Donc, c'est très important. Laïssa, je vais vous donner un exemple et puis ensuite de ça, je vais vous demander si vous avez bien saisi ce que je viens de vous dire. Autrement, mes coordonnées sont là, contact@huifranchise.com et je suis très heureuse dans la vraie vie, hors du digital, de répondre à vos questions. Je vais vous donner cet exemple. Donc, c'est une cliente à moi qui s'appelle Pâtisserie Madame Rekik. Elle fait de très, très jolis gâteaux traditionnels tunisiens. Et en 40 ans, sa maman avait fondé cette pâtisserie et ils avaient 3 points de vente. Donc, un point de vente dans la petite unité de fabrication artisanale, un 2e point de vente dans leur ville d'origine qui est Sfax, et puis un 3e point de vente dans le Grand Tunis. Et le 3e point de vente commençait quand même à faire plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et vous êtes bien d'accord avec moi que ce n'est pas du tout négligeable. Et à ce moment-là, elle est venue me voir en me disant « J'aimerais bien être une franchise. » Donc, je l'ai regardé dans les yeux. Est-ce que tu es prête à donner ton nom? C'est le nom de ta maman. Ça fait des années, ça fait 40 ans que c'est à vous dans la famille. Si tu ouvres un franchisé, il va être dans ton réseau, il va pouvoir te poser des questions, tu vas lui donner ton savoir-faire, etc. Donc, on avait parlé de tout ça. Et aujourd'hui, elle est passée, en travaillant avec moi, elle est passée de 3 points de vente à 8 points de vente. Et à un moment, quand elle était, je pense, à son 6e point de vente, elle ne me prenait plus au téléphone. Et elle m'a dit, je t'aime beaucoup, mais là, mon unité ne peut plus se développer, répondre aux besoins. Donc, j'ai vraiment, vraiment besoin d'agrandir mes capacités de production. Et puis, on va continuer à grandir ensemble. Et là, on est en train d'ouvrir un 8e point de vente et je suis juste trop heureuse pour elle parce qu'elle a une belle structure. Et maintenant, on est en train de travailler sur le marché saoudien. Donc, il y a quelques années, je lui avais apporté le marché libyen avec un très grand groupe libyen. Mais elle m'a dit, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens d'ouvrir en Libye. Donc, la franchise, c'est un jeu d'équilibriste entre est-ce que ma marque est intéressante, est-ce que moi, j'ai la vision et les moyens
humain etc. de me développer en franchise? Et puis, est-ce que je suis disposée à le faire avec ce que je vais attirer comme franchisé? Donc, je m'arrête là. Laïssa, est-ce que c'est clair? C'est très, très clair. En tout cas, merci beaucoup, en fait, pour les insights et je vais vous contacter directement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, j'ai d'autres questions. Si je suis trop bavarde, vous me le dites. Hein. Monsieur Sérigné, vous me dites si je suis trop bavarde. Donc, alors, Aminata me disait merci pour cette présentation. Puis, elle a une question. Donc, moi, je vais revenir, puis je vais lui ouvrir le micro. Comme ça, elle va la poser elle-même. Donc, entre-temps, vous avez le suspense, mais c'est une question très sympathique. Donc, Aminata, j'essaye de te retrouver. Est-ce que ce serait possible que vous leviez la main, comme ça, je peux vous retrouver plus facilement, à moins qu'elle ait décroché après sa question. Alors. Aminata, oui, je vous vois. Super. Alors, donnez la parole. Ah non, je vous ai donné la parole. Allez-y. Ça prend un peu de temps, hein. Je vois que ça tourne, mais normalement, vous devriez pouvoir avoir la parole. Peut-être un petit souci d'Internet. Si vous permettez, je vais passer à la question d'après. Comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, je voudrais savoir si les cabinets de franchise travaillent avec des courriers ou fonctionnaires ou intermédiaires plutôt. Alors. Allô? Oui, allez-y. La parole est à vous. Aminata, la parole est à vous, ma chère. Bon, alors je vais peut-être essayer de désactiver et de vous réactiver la parole. Peut-être que ça va marcher. On va reloader. Et puis, alors la question de Monsieur Omar, je ne l'ai pas bien compris. Est-ce qu'un cabinet international, est-ce que les cabinets de franchise travaillent avec des courriers ou fonctionnaires? Donc, alors, je voudrais savoir si les cabinets de franchise travaillent avec des courtiers ou intermédiaires. Alors, courtier ou intermédiaire, Omar, je vais vous donner la parole tout à l'heure parce que je ne comprends pas la question, mais je suis très transparente et donc je serais très heureuse de vous entendre. Aminata, il faut enlever votre micro, vous avez le micro off. Dès que vous enlevez, allez-y. Parfait. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Bon, moi, je ne vous entends pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai laissé ma question sur le. Non, allez-y. Je vous entends, Aminata. Madame Diouf, en fait, nous vous entendons. Hein, si vous pouvez, en fait, je ne vous entends pas du tout. En fait. Je vous vois parler, mais je ne vous entends pas. Mais posez votre question quand même, parce que nous vous entendons. Vous voulez écrit ça, parce qu'elle n'entend pas. En fait. Alors, Madame Diouf nous demande, est-ce qu'un concept international peut être exportable au Sénégal et sous quelles conditions? Alors là, on parle de la master franchise. La master franchise, c'est quand un franchiseur va donner sa franchise sur tout le pays. Alors, effectivement, on peut exporter beaucoup de concepts au Sénégal. Il faut faire une bonne étude de marché pour savoir si le concept est demandé. Il faut savoir si le concept correspond aux lois locales et aux mœurs locales. Et là, je vais m'expliquer, Aminata, j'espère sincèrement que vous m'entendez. Alors, qu'est-ce que j'entends? Par exemple, vous savez qu'il y a très récemment aux États-Unis, ils ont libéralisé la vente de cannabis, et aujourd'hui, il y a des franchises de cannabis. Par exemple, vous ne pouvez pas les ouvrir. Aminata, vous pouvez mettre votre micro off, s'il vous plaît. Le fixe.
Je suis désolée, j'ai dû moi-même désactiver la parole. Donc, c'est important de savoir parce qu'il y a des franchises qui sont légales, comme la franchise des officines de cannabis, par exemple, maintenant aux États-Unis, dans certains États, qui ne le sont pas dans d'autres États aux États-Unis, mais qui ne le sont pas dans d'autres pays également. Ça, donc, est-ce que ce business est légal ou pas? Est-ce que ce business, il est culturellement approuvé? Si, par exemple, vous avez un business qui est fait à partir de la culture de la vente de porc, de produits alimentaires à base de porc, mais vous ne pouvez pas le vendre en Arabie Saoudite ou dans le Moyen-Orient ou dans tout autre pays musulman. Autre chose plus subtile, mais qui est très intéressante, aujourd'hui, je travaille avec une très grande franchise américaine qui elle, a une grande part de son chiffre d'affaires qui est basée sur les ventes d'alcool parce que c'est comme un sport bar. Et ben, il y a certains pays où ça ne marche pas parce que ces pays-là ne refusent l'alcool. Après, il faut voir est-ce que le prix proposé est intéressant ou pas. On va regarder, il y a un très très joli salon de thé qui s'appelle Angèle en France et qui ouvre à Versailles, dans le 16e, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très haut de gamme où, par exemple, les macarons Hermé, il y a des pays où les macarons Hermé ne vont pas fonctionner parce que les habitants, la demande pour ce genre de produit va être extrêmement petite. Et donc, est-ce que le produit est légal? Est-ce que le produit culturellement est accepté? Est-ce que le produit, il y a un marché pour ça? Est-ce que le produit peut être avec quelques variations adaptées au marché? Donc, il faut faire une étude pour savoir est-ce que ce produit-là et est-ce que cette master franchise, elle a un besoin dans votre pays? Voilà. Donc là, j'ai répondu à la question de Aminata. Alors, Rim, pourriez-vous mettre oui avec plaisir. Alors. Vas-y. Voilà. contact@tuifranchise.com. N'hésitez pas, j'en ai un autre qui est, moi je vous ai donné celui qui est très simple à retenir, mais c'est rayari@tuifranchise.com. Ça c'est Rimayari, rayari@tuifranchise.com pour quiconque souhaiterait me contacter directement. Voilà. Alors le monsieur qui nous a demandé, monsieur Omar, je vais vous donner la parole, puis je vais essayer de comprendre qu'est-ce que vous voulez demander. Si c'est une discussion qui n'est pas pour tout le groupe, avec un grand plaisir. Alors, attendez, vous avez la parole, monsieur Omar, vous pouvez simplement enlever le micro et vous pouvez parler. Monsieur Omar, si vous êtes encore avec nous, vous pouvez enlever le micro et parler. Sinon, moi, j'aurais répondu à toutes les questions. Je vois qu'il y en a d'autres qui se posent. Merci. Merci à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Allô, oui. Allô, bonjour. Bonjour, on vous entend. Oui, d'accord. Excusez-moi, je suis venu quand même en retard au webinaire. Je vous ai rejoint un peu tardivement là. Allô, oui. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Mais j'ai quand même saisi le résumé bon, et tout ce que vous venez de développer dernièrement là. En fait, bon, je voulais savoir si les cabinets de franchise travaillent avec des courtiers ou bien ou avec des intermédiaires. Des intermédiaires dans quel sens? Par exemple, s'il y a une franchise qui veut faire, qui veut rentrer dans le pays, par exemple. Vous m'avez bien saisi? Je pense. Une nouvelle franchise, par exemple, qui cherche une représentation dans un pays, Oui. ou bien dans la région. Oui. Si, par exemple, un intermédiaire, un courtier, comment dirais-je, lui met en contact avec le marché. Ah, vous voulez faire des affaires, monsieur Omar. Ah, très bien. C'est ça que je demande. Ça sont des intermédiaires, non?
Écoutez, oui, vous avez mon email, vous pouvez toujours me poser les questions et je suis très heureuse de vous aider. Allez dans le chat box, vous trouverez mon mail. Mais là, on ne va pas faire des affaires. Là, on va aider les gens et on va expliquer. Donc, Aminata, vous avez été très gentil parce que vous m'avez posé la question par écrit. Alors, quels sont les critères concrets pour dire qu'une entreprise agroalimentaire est prête à être franchisée? Notre entreprise a une marque de produits dérivés de l'arachide, les cacahuètes, et beaucoup de jeunes sont intéressés pour distribuer nos produits. J'adore. Aminata, merci d'avoir eu la persévérance. J'adore votre question. Ben, actuellement, nous vendons en gros aux boutiques, épiceries, supermarchés. On aimerait aussi travailler avec les femmes sur la production, mais nous ne savons pas quel modèle est adapté pour la franchise. Ben, c'est génial. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on pourrait mettre en place un concept de micro-franchise où vous seriez, vous, à la tête d'un réseau de distributeurs. Monsieur Oumar, je peux vous demander de mettre votre micro, sinon c'est moi qui vais vous enlever la parole. Bon. Je vais vous enlever la parole, pardon. Je vous ai bien entendu, monsieur Oumar, hein, envoyez-moi un mail et je vous désactive respectueusement. Voilà, pardon. Aminata, c'est une très belle question. J'adore votre approche parce que moi, je suis non seulement pour la franchise sénégalaise, mais je suis également pour la création des projets pour les jeunes et je suis énormément pour l'inclusion dans les régions. Et ce que vous êtes en train de me dire, ça me parle beaucoup parce que c'est très intéressant. Alors, je vais vous dire ça, mais vraiment de façon très dans les grandes lignes. Et après, c'est quelque chose qu'on peut développer, surtout si vous êtes soutenu par la DEPME, c'est un vrai projet social. En fait, ce que vous pouvez faire, en gros, c'est que vous pouvez mettre en place toute une gamme, toute une ligne de produits avec une enseigne. Vous, à la base, vous êtes celle qui fait la promotion, qui gère les réseaux sociaux, etc. Et puis, vous avez des revendeurs que vous mettez, donc vous avez un système de revente comme un box, comme un toolbox que vous leur donnez avec votre gamme de produits, avec les outils de promotion, un véhicule. Et ces gens-là, en fait, ils vont tourner et ils vont revenir vous voir. Ça va être un modèle qui va être vraiment un modèle attaché à la distribution, mais avec on va dire avec une tendance de la franchise. Pourquoi ? Parce que vous allez leur donner un système qui fonctionne. La différence entre un distributeur de vos produits et ce que je peux vous proposer de concevoir comme modèle, c'est que vous allez lui donner un package de A à Z. Donc, on va voir un jeune dans les régions. Au lieu de lui donner vos produits et de dire bah, tu me donnes un chèque, tu me donnes mon paiement, tu vas vendre, vous allez lui faire tout un package, toute une boîte à outils. Et là, c'est la formation, comment apprendre à parler, comment s'exprimer, comment utiliser les outils de vente. Vous allez lui donner des tablettes, vous allez mettre un système de paiement à travers les téléphones portables, vous allez lui donner le véhicule, vous allez lui donner les produits, etc., les outils de vente, la formation, et tout ça, vous allez le packager. Et à partir du moment où vous le packagez, c'est que ça devient une franchise parce que vous lui donnez non seulement le produit, mais le savoir-faire derrière. Et après, il faut vraiment bien étudier les marges et les territoires pour savoir où est-ce que les camions peuvent tourner. Voilà. Et ça, c'est des projets pour les jeunes. Ça, c'est des projets pour les zones à inclusion financière. Et moi, j'adore ce genre de projet. Et en plus, ça peut être soutenu par la banque au Sénégal, la banque pour les petits crédits. Voilà. J'aime pas parler de microcrédit parce que les marges dans le microcrédit sont trop importantes. Et dans un business comme le vôtre, surtout dans l'agroalimentaire, on ne peut pas soutenir des marges pareilles. Donc, ça doit être un produit vraiment soutenable, soutenu par l'État. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous me faites un petit pouce ou vous me dites oui, ça me ferait vraiment plaisir. Autrement, j'y retourne et je m'y colle jusqu'à ce que vous ayez compris. Pas de réaction d'Aminata, mais vous avez mes mails, vous pouvez me rappeler à tout moment et je serai très heureuse de vous expliquer tout ça. Ah, super, merci. Eh ben voilà. Alors, on a Madame Diara Baké.
Ah, c'est gentil, merci. Alors, on a Madame Diarra Mbaké. Oui, n'hésitez pas, vous pouvez prendre mes coordonnées, on peut discuter. Alors, après, le vrai patron, c'est l'ADE PME, c'est Monsieur Sérine, c'est lui qui va décider si on va finir ou pas. Donc, moi, j'ai répondu à toutes vos questions. Je n'en vois pas d'autres sur le chat. Donc, je reste à la disposition de l'ADE PME pour clôturer ce webinaire. Oui, merci beaucoup, Rip. Donc, j'ai mis mon adresse email donc, au niveau du chat. Donc, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé pour être accompagné par la DPME et également être accompagné également par RIM dans la mise en place de votre modèle de franchise. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer la séance. Et je pense actuellement, donc, je pense, il nous reste encore, je pense, une session de webinaire. Comme on avait dit qu'on allait faire 4 sessions. Donc, voilà. Donc, on va redéfinir la date et vous contacter dès que possible, Inch'Allah. Moi, j'adore collaborer avec vous, Monsieur Sérine. On peut même en faire 8. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on a la force et la volonté, et tant qu'on veut aider, il n'y a pas de souci. Et tant qu'on veut travailler, moi, je suis à votre disposition. Mais on va faire effectivement un autre webinaire on définira. C'est à vous de valider, de voir avec nous ce que vous souhaitez qu'on fasse comme date et comme sujet. D'accord, d'accord. Moi, je pense qu'on pourra, parce que là, comme on a déjà vu le modèle, les critères, les conditions, les bonnes pratiques, je pense qu'on peut peut-être, pour le prochain webinaire, se concentrer sur le contrat. Oui, le contrat webinaire. Très intéressant le contrat de franchise. franchise. Voilà. Et ne laissez pas les gens vous parler avec des jargons que vous ne comprenez pas. Voilà. Je vous dis quelque chose. Exactement. Le contrat de franchise, je vous jure, c'est la stratégie plus la stratégie et la compréhension plus que des jargons qu'on ne comprend pas. C'est pas du tout vrai. Tout le monde peut avoir un bon contrat de franchise et il faut avoir un bon contrat de franchise. Voilà. Donc, je pense qu'on va finir en fait, cette série avec le prochain webinaire. Peut-être on va voir si sera possible de le faire au mois de mai. Donc, et le sujet sera donc le contrat de franchise. Et comme au Sénégal, il n'y a pas encore la loi qui est bien définie, peut-être ce sera l'occasion pour entrer plus dans les détails. Et voilà, donc mieux préparer son modèle et autres. Voilà. Permettez? Il y a Monsieur Papa Amadou qui nous pose une question. Je voudrais vraiment lui répondre si vous permettez. Oui, bien sûr. Alors, Monsieur Papa Amadou, je vous réponds là tout de suite. Vous me demandez, parce que vous êtes une PME qui est active dans l'agriculture, notamment dans la culture de l'arachide et sa transformation de façon artisanale en pâte d'arachide. Et après, vous m'avez dit, est-ce que vous me conseillez? Et là, j'entends plus rien parce que vous n'avez pas fini votre question. Donc, moi, ce que je vais vous dire, alors, c'est que je vais aller vous voir. Je vais enlever votre micro. Je vous ai désactivé, donc je vous ai activé la parole. Donc, si vous voulez, enlevez votre micro si vous voulez me parler, mais moi, je vais essayer de vous répondre. Alors, votre réponse, elle est un tout petit peu la même que Madame Aminata, c'est-à-dire que vous pouvez créer des forces de vente mobiles qui ne vont pas coûter très cher, qui vont pouvoir distribuer votre produit. Et si vous avez un concept vraiment sympathique, vous pouvez vraiment développer des points de vente où tout est fait à partir de la culture d'arachide et des produits d'arachide. Et ces points de vente-là, vous allez commencer à les brander. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un magasin très grand. Vous pouvez même faire des petits pop-up que vous allez mettre dans les grandes surfaces ou que vous allez mettre dans les centres commerciaux. Donc, il y a énormément d'idées. Tout est franchisable, tout est vraiment fait de façon sympathique. Il faut juste avoir l'idée et savoir comment le développer. Donc, tout le monde a mon mail, que ceux qui ont des questions me posent des questions, se joignent à la DEPME pour un programme. On est vraiment une grande famille aujourd'hui parce qu'on a quand même 3 webinaires ensemble, donc ça crée des liens. Et moi, étant une enfant de Dakar, j'adore et je suis très, très heureuse d'être avec vous. Vraiment, je suis vraiment, vraiment emballée de pouvoir collaborer et de vous aider. Donc là, moi, j'ai pris la parole pour répondre, mais c'est Monsieur Sérine qui a clôturé donc ce webinaire et donc je me remets en silence.
Ok. En tout cas, encore merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et nous remercions également tous les participants. Donc, vraiment, ça a été très intéressant. Et voilà, et nous vous renouvelons notre disponibilité pour poursuivre en fait le processus d'accompagnement donc de nos PME donc à la franchise. Et pour les participants, donc si j'ai laissé mon adresse email, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter directement. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais bon, on va clôturer. En tout cas, encore merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup.